Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers un tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue dans un nouvel épisode passionnant de notre podcast dédié au tourisme régénératif et plus particulièrement dans notre micro-série dédiée à la biodiversité. Aujourd'hui, préparez-vous à embarquer pour un voyage au cœur des océans avec un guide exceptionnel, Bertrand Chary, un des fondateurs de Whaleseeker et un biologiste émérite. Imaginez-vous voguer sur les eaux azurées du golfe du Saint-Laurent, sur un kayak de mer entouré de baleines, ces majestueuses créatures marines. Vous ressentez alors toute la magie de la vie sous-marine. Mais, au-delà de cette beauté, nous aborderons un sujet crucial, le rôle essentiel du tourisme dans la préservation des écosystèmes marins. Bertrand nous éclairera sur la façon dont le voyage peut devenir un levier pour la santé de nos écosystèmes marins, tout en favorisant une cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature. Alors, restez à l'écoute tout au long de cet épisode pour découvrir des détails fascinants et des idées inspirantes. Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour Daniela et Naomi, ça va très bien, merci de me recevoir. Comme d'habitude, on va te présenter à l'audience. Donc Bertrand, tu es biologiste de terrain expérimenté qui possède une vaste expérience dans la détection des baleines à partir de diverses plateformes telles que des bateaux, des côtes et même des avions. Tu as développé plusieurs protocoles novateurs pour votre travail de détection des baleines. Chez Whaleseeker, tu es responsable du développement, de l'implémentation et de la formation des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui alimentent vos activités. Nous sommes ravis d'être avec toi aujourd'hui pour explorer les fascinants mondes de la biodiversité marine ici au Québec. Et pour la petite anecdote, nous avons rencontré Émilie, et ta femme est cofondatrice aussi de Whaleseeker, lors d'un concours de projets axés sur des solutions innovantes à impact dans les domaines de la biodiversité et des ressources naturelles. Ces concours, organisés par Pitch for Good, et nous y avons d'ailleurs remporté les premiers prix. Donc c'est grâce justement à ces prix qu'on a commencé à développer toute la série de podcasts. Ah, c'est super, c'est vraiment génial ça. Félicitations. Allons-y, on peut commencer un peu. Est-ce que tu peux nous dresser l'état actuel de la situation de nos écosystèmes marins? Comment vont-ils? Ça, c'est la question que tout le monde veut savoir. C'est pas facile à répondre finalement parce que le monde marin en connaît très peu. Vous savez que c'est à peu près 70% de la planète qui est recouverte par nos océans. Et en fait, nos efforts sur tout ce qui est surveillance de nos écosystèmes marins, c'est extrêmement limité. Généralement, c'est limité par nos côtes, là où on exploite dans nos activités. Et donc, il nous manque énormément de données pour vraiment faire un bon bilan. Maintenant, de ce qu'on sait, c'est à chaque fois qu'on fait un bilan, malheureusement, avec les changements climatiques, c'est jamais très positif. Donc, on le voit avec les coraux, on voit avec beaucoup de populations, que ce soit de poissons, de mammifères marins. C'est quand même assez... le tableau n'est pas très, très positif, mais il faut savoir qu'il nous manque aussi tout ce qui est de baseline, en fait, pour vraiment savoir de quoi il en est. Et pour finir, on le voit dans les dernières années, les changements climatiques font qu'il y a une accélération de tous ces changements. Et donc, sans ces baselines, c'est également très difficile de prévoir et de prédire qu'est-ce qui va se passer. Ton terrain de jeu, si on peut dire comme ça, c'est surtout au Québec que tu fais tes recherches et que tu travailles. Est-ce que tu sais un petit peu plus comment ça va peut-être dans le golfe du Saint-Laurent ou près des îles de la Madeleine? Est-ce que tu as un peu une idée de la situation ici? Alors, en réalité, mon terrain de jeu personnel, c'est plus l'Arctique. J'ai travaillé également beaucoup dans le Saint-Laurent dans le passé. Il y a une stratification, par exemple, de nos océans. On le voit
Dans le golfe du Saint-Laurent, vous avez en fait un changement au niveau du Gulf Stream qui fait que le ralentissement du Gulf Stream fait que toute cette masse d'eau commence à se dissiper et il y a des excès de chaleur qui vont aller dans le Saint-Laurent. On commence à avoir des changements qui vont affecter notamment au niveau des populations de mammifères marins. On le voit chaque année, c'est de plus en plus dur de prédire finalement si ça va être une bonne saison ou une mauvaise saison pour observer des baleines. Il y a des années où ça devient exceptionnel et d'autres années où les animaux sont juste pas là. Et donc ça, c'est à l'avenir, on ne sait pas si un jour les baleines bleues ou communs ou même à bosse continueront de venir aussi loin dans le Saint-Laurent. Et en Arctique, qu'as-tu observé là-bas? Alors en Arctique, ça fait à peu près depuis 2015 que je vais régulièrement passer 2-3 semaines dans le nord pour faire des survols. Et là, on remarque une accélération des changements également. Donc, naturellement, les gens vont penser à la glace, ce qui est vrai. Mais vous avez un changement aussi un peu d'espèces que l'on observe. Donc, il y a une augmentation, par exemple, d'orques, donc de killer whales qui sont dans l'Arctique. Et ça va affecter notamment la distribution également des narvals, des belugas. On commence à entendre aussi des baleines bleues ou des rorquals communs qui s'aventurent plus haut dans le nord. Donc il y a vraiment un changement de distribution de ces espèces. Et est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière et discuter un peu de comment ou pourquoi on est arrivé à cet état-là? On le sait un peu, là, le côté industriel, l'industrialisation et la mondialisation a fait qu'on a augmenté. C'est toujours particulier parce qu'on est finalement l'espèce qui a conquis la Terre. C'est incroyable tout ce qu'on a réussi à développer et aussi nos connaissances. Et on voit qu'on arrive maintenant à même comprendre qu'on a un impact néfaste sur la planète. La compréhension de tous les impacts des activités humaines, c'est toujours extrêmement difficile de véritablement avoir le portrait de tous nos impacts. Parce que si vous pensez par exemple à tous les polluants, on connaît très peu. Pourquoi? Parce que l'industrie en produit chaque année des nouveaux composés qu'on ne connaît pas. Imaginez que pour chaque composé chimique que l'on fait, après il va falloir qu'on détermine quels sont les effets de ces composés dans la nature, comment ils se déplacent, est-ce qu'il y a une synergie entre plusieurs composés qui sont plus néfastes, comment ça s'intègre dans les systèmes biologiques. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc même les experts en toxicologie, finalement, vont comprendre peut-être 200, 250 de ces composés avec une assez bonne compréhension de comment ils réagissent dans la nature, mais la vaste majorité, on n'a aucune idée. Puis souvent, ces composés chimiques, après, finissent par se retrouver dans l'eau et affectent du coup de cette manière-là la biodiversité marine. Exactement. Il y a des phénomènes qu'on connaît bien comme la bioaccumulation et la bioamplification. Donc la bioaccumulation, c'est vraiment qu'est-ce qu'un individu va accumuler au terme de sa vie dans son organisme. Et la bioamplification, c'est lié au réseau trophique. Donc quand vous êtes un prédateur où vous allez ingérer finalement plus d'organismes qui ont des concentrations de polluants plus toxiques. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi la conséquence des activités humaines sur la biodiversité marine? Mais est-ce qu'il y a aussi des conséquences liées plutôt au tourisme? Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est facile de voir que le tourisme de masse est détrimentaire pour... à chaque fois qu'il y a un tourisme de masse, ça va être détrimentaire. Tout ce qui est tourisme, c'est toujours difficile parce que finalement, si vous voulez faire ça bien, je pense que vous êtes obligé de restreindre. Le problème que je vois dans le tourisme, c'est qu'il y a très peu c'est toujours l'exploitation d'une ressource pour une industrie. Il n'y a jamais grand-chose qui est remis pour surveiller ou même préserver, ou conserver. Mais là encore, ces notions de conservation et de préservation sont un peu à redéfinir dans un contexte où la nature est dynamique et ça change perpétuellement. Mais est-ce que de tes peut-être expériences personnelles ou de ce que tu as entendu dire de tes collègues, je me demandais, est-ce que des fois il y a eu des liens qui ont été prouvés
scientifiquement ou autre, qui a démontré que le tourisme endommage peut-être des espaces de biodiversité marine, peut-être au Québec ou à l'international? Le tourisme, en général, c'est très large. Donc, ça va dépendre un petit peu qu'est-ce que c'est fait de la manière éthique. Quand vous pensez pour les baleines à l'observation de baleines, c'est vraiment... Généralement, il n'y a pas vraiment de guidelines pour tout ce qui est éthique, de comment faire des approches. Il y en a, mais le problème que je vois dans cette industrie, c'est que les gens vont respecter ces guidelines quand il y a beaucoup d'animaux. Donc, ils vont faire attention de ne pas aller achalander les mêmes individus plusieurs fois parce qu'ils ont le choix. Mais ça reste une industrie. Il faut qu'ils fassent des profits, il faut qu'ils montrent ça à leurs clients. Et donc, quand vous avez juste 2-3 animaux dans une zone, et ben là, vous vous retrouvez avec peut-être 10-15 bateaux autour des mêmes individus. Donc ça, c'est toujours problématique. Après, dans d'autres industries, quand c'est pour la plongée, on le voit que quand vous avez des plongeurs qui sont moins expérimentés, ils vont aller détruire les fonds marins parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler bien leur plongée. Donc, ils vont raquer tous les fonds. Et ça, s'il y a juste 1 ou 2 personnes qui le font, ça va. Mais généralement, c'est des milliers de personnes. Dans l'exemple que tu amènes des baleines ici au Québec, je me demandais parce que je suis allée et cette fois-là, et j'ai observé les baleines depuis la côte. Je n'ai pas pris les bateaux justement pour ça. Est-ce que peux-tu nous donner des conseils pour nous et pour les personnes qui écoutent de comment vraiment, si on veut vraiment aller les voir, et est-ce que c'est quoi les meilleures façons de les faire en kayak, les bateaux, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas beaucoup d'expertise là-dedans, mais bien sûr les kayaks, il y a moins de bruit, vous pouvez pas les approcher à grande vitesse, c'est toujours mieux. Je pense en plus que l'expérience va être encore plus mémorable. Les petites embarcations sont mieux. Je pense quand même que quand vous prenez des pneumatiques où il y a peut-être 10-15 personnes, vous allez déjà avoir une meilleure expérience d'observation et ils peuvent faire un peu plus attention quand c'est des gros bateaux avec 200-300 personnes, c'est jamais idéal. Il faut vraiment se renseigner, essayer d'avoir le plus de connaissances avant d'embarquer sur un bateau pour savoir si eux-mêmes ils ont des règles d'éthique pour vous assurer. C'est toujours mieux finalement d'avoir une compagnie qui est prête à dire qu'ils ne vont pas sortir parce qu'ils ne veulent pas aller déranger les mêmes individus qu'il n'y en a pas assez plutôt que ceux qui vont sortir coûte que coûte. Au vu un petit peu des fois des comportements des touristes et un petit peu tout ce que tu nous as expliqué sur l'état de santé un peu des écosystèmes marins qui quand même se dégradent. Du coup, est-ce que à travers ton entreprise Worldseeker, mais aussi à travers peut-être tes recherches, as-tu identifié quelques pistes de solutions pour justement régénérer ou améliorer les tendances pour les écosystèmes marins? Alors, ce qu'on fait à Worldseeker, c'est vraiment, on est dans finalement la surveillance des populations. Donc, on veut vraiment aider cette tâche de détection pour qu'on puisse mieux surveiller les populations et également surveiller les impacts que les activités humaines peuvent avoir. Donc, c'est vraiment encore à revenir finalement à cette notion qui nous manque des données. Et donc, le plus de données qu'on va avoir, le mieux on va être informé, le mieux on va pouvoir gérer tous les impacts. On le voit qu'on n'est pas capable... pourquoi on a créé Worldseeker, entre autres, c'est parce que on le voit qu'avec les méthodes traditionnelles de surveillance, on est limité sur nos capacités, sur les aires que l'on peut surveiller. Donc, étant donné qu'on demande à des observateurs comme moi à être dans des avions pour surveiller ces populations, vous ne pouvez pas faire ça à grande échelle. Vous allez être forcément limité. Là, on le voit qu'on veut protéger 30% de nos aires maritimes. C'est super. Maintenant, c'est pas juste de déclarer qu'une zone est protégée. C'est par la suite, il va falloir qu'on surveille et qu'on s'assure qu'elle soit protégée. Et qu'est-ce que l'on protège? Je me suis un peu égaré par rapport à ta question. Quelle était la deuxième facette de ta question? Est-ce qu'il y a des initiatives, des solutions
pour justement y remédier? Donc là, tu as parlé beaucoup de l'observation, justement récupérer la donnée. Mais ensuite, est-ce qu'avec cette donnée, vous allez faire des plans d'action concrets? Qu'est-ce qui va en sortir en fait? Ben là, ça pourra aider effectivement les plans d'action parce qu'on aura une meilleure connaissance de comment les populations sont distribuées. Dès que vous prenez une photo, vous allez pouvoir avoir plus d'informations finalement. Donc, moi, j'ai travaillé avec les populations de narvals dans le nord. Faut savoir que les narvals, les adultes mâles, généralement, vont avoir une défense que n'ont pas les femelles. Donc, juste à travers les photos, vous allez pouvoir différencier les mâles des femelles. Donc, vous pouvez également différencier les jeunes des adultes et les bébés. Donc, vous pouvez obtenir beaucoup plus d'informations sur la structure de la population et leur distribution. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de promouvoir par l'utilisation des photos. Ça aide forcément tous les plans d'action. En termes reliés au tourisme, il y a de plus en plus d'initiatives d'essayer d'obtenir les données que prennent les touristes via les photos et qui peuvent nous donner des informations également essentielles sur certaines populations. Est-ce que vous avez développé peut-être une application? Parce qu'on a connu justement dans notre conversation de biodiversité avec Caroline Petit, elle nous a nommé des applications justement pour la donnée des touristes qui les aident à eux à récupérer l'information. C'est pour ça qu'avec le podcast, on est vraiment dans une exploration d'essayer de voir un peu les initiatives, comprendre vraiment l'état des écosystèmes, pouvoir un peu le dresser, surtout dans cette micro-série écosystème, pour voir un petit peu, OK, il y a des acteurs qui bougent, qui font des choses. Je sais que par exemple, sur les îles de la Madeleine, ils sont en train de faire une grande étude où ils ont laissé du coup des touristes plonger, mais ils vont observer pendant 5 ans comment les plongées affectent les milieux marins, puis pour prendre après à terme une décision si oui ou non ils autorisent au final cette activité là-bas, ou si au contraire ils vont mettre des quotas pour pouvoir prendre des actions concrètes ensuite. Par la suite, il y a encore aussi d'autres endroits où des fois il y a des hôtels, ça c'est plus à travers le monde, qui soutiennent par exemple l'observation des raies mantas aux Maldives, ou encore la création de pépinières marines de corail pour permettre de reconstruire un peu le reef ou aider à reconstruire le reef. Donc il y a quand même des initiatives qui sont présentes. C'est vrai que c'est beaucoup aussi quand même l'éducation, effectivement, qui passe par là. Mais après, du coup, ça risque d'être un tourisme qui est un peu un tourisme de luxe. Vous n'allez pas pouvoir, c'est aussi ce côté accessibilité qui risque de diminuer pour permettre à la nature justement d'être moins affectée. Oui, c'est sûr que des fois, en mettant un prix plus élevé, ça restreint automatiquement du coup les arrivées des touristes. Mais il y a aussi d'autres manières, c'est aussi d'essayer de répartir mieux les flux touristiques, parce qu'on a découvert cette statistique qui a été mise de l'avant par le gouvernement français, qui montre que 95% des touristes se concentrent sur 5% des espaces dans le monde. Donc on voit que là, il y a vraiment des enjeux de surtourisme. Et déjà, si on commençait par juste faire en sorte que ces flux touristiques soient mieux répartis, ça aiderait en fait la biodiversité déjà à aller mieux, parce que du coup, elle aurait moins de personnes qui la visiteraient. Mais c'est sûr qu'il faut aussi travailler, et justement dans les réflexions, il y a aussi tout cet aspect sur l'accessibilité quand même de l'endroit, parce que pour pas que ça reste quelque chose de privilégié, parce qu'on veut que tout le monde puisse pouvoir le faire, parce que ça apporte tellement à l'individu que c'est important que tout le monde puisse y avoir accès. Il y a un projet en Espagne que j'ai oublié le nom, mais où c'est très intéressant. C'est aussi donc il y a ce côté éducationnel pour et permettre vraiment aux touristes de venir. Ils se sont assurés que le prix était accessible, était équivalent pour une famille disons avec 2 ou 3 enfants. Ce serait équivalent que si vous voulez aller dans un parc d'attractions qui était proche. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une approche bien sûr de conservation et de préservation, mais ils prennent en compte comment les écosystèmes changent. Donc il y a tout ce qui est aire protégée. En réalité, il y a un manque encore aujourd'hui de standardisation. Ça veut tout et rien dire de nos jours. Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on essaye de conserver, sachant que ça change?
Donc là, ce que je vois, moi, au Canada, c'est qu'on crée des nouvelles aires et le temps qu'on mette un plan d'action, il peut se passer jusqu'à 10 ans. Donc au moment où il est mis en place, ce que vous essayez de protéger, c'est plus là. Donc il y a ces questions-là qui vont s'imposer et je pense que le tourisme peut aider en partie à financer. C'est vrai que là, on s'écarte du sujet du tourisme, mais il y a ce problème pour tout ce qui est relié à la nature, à la ressource. On met un prix sur l'exploitation et on ne met pas un prix sur la ressource en tant que telle. On a encore du mal. Et ça, il y a la science, mais il y a toute finalement l'infrastructure autour, que ce soit au niveau des lois, au niveau des règlements et comment c'est implémenté, étant donné qu'il y a un manque là-dedans de cette infrastructure, vous avez un manque d'investisseurs également. Et donc, il y a un manque de capital énorme. Et on voit toujours que l'on fait pour préserver la nature comme une dépense. Parce qu'on ne se rend pas compte au final de tout ce que ça nous apporte et à quel point on est dépendant de la nature. On commence quand même de plus en plus, heureusement, il y a de plus en plus de gens et de rapports qui montrent que c'est moins coûteux de préserver que de rien faire. Mais il n'empêche il est vrai que pour tout ce qui est innovation technologique, on est bon pour investir. Pour tout ce qui est innovation pour la préservation, les investisseurs ne savent même pas, en tout cas dans le monde maritime, ils ne savent pas trop encore. Ils attendent de voir finalement comment va évoluer ce domaine avant d'investir véritablement. Nous, dans notre secteur, par rapport à notre compagnie, il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment on arrive à générer de l'argent. Justement, dans le cadre du podcast, on a connu les cas des lacs Saint-Jean. Ils ont justement fait des recherches, un studio pour regarder la valeur économique de toute la région et qu'est-ce qu'ils vont perdre si la nature se perd. Et je pense que ça commence aussi à bouger, mais comme tu dis, ça prend beaucoup de temps. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si on a le temps ou d'attendre à créer cette sensation d'agir. Donc, c'est vrai que oui, que le tourisme, il peut être un allié, comme tu disais, mais il faut qu'on commence maintenant à vraiment regarder la nature aussi, comme tu disais, d'un autre côté, pas juste comme quelque chose qui est juste donné, mais comme quelque chose qu'on perd maintenant et qu'il faut vraiment faire attention à ça. Mais d'ailleurs, comment, toi, avec tes compétences de biologiste marin, comment tu verrais que le tourisme pourrait peut-être aider ou être vraiment un levier? Non, c'est difficile parce que voilà, je suis biologiste marin à la base. C'est pas par altruisme, c'est aussi parce que j'aime beaucoup la nature. C'était ce que je voulais voir, observer, étudier. C'est ce qui m'intéressait. Donc, si j'avais pas pu être biologiste marin, je serais un de ces touristes pour essayer d'avoir ces expériences et d'être mieux connecté aussi avec la nature. Donc ça apporte énormément. C'est le côté éducationnel vraiment pour le tourisme que je vois. Et après, il faut qu'il y ait, je pense, une structure qui permet d'avoir une partie de ces revenus. Peut-être, c'est pas du tout mon expertise, mais peut-être soit d'aider les compagnies quand ils préfèrent ne pas aller montrer des individus ou une population parce qu'ils sont trop achalandés par des personnes pour la préserver. Et donc, ils vont avoir une perte de revenus parce que les touristes ne viendront pas. Mais peut-être, il manque de la structure vraiment pour que le tourisme aide à financer finalement aussi en partie les efforts de conservation. Donc, on parlait beaucoup de l'aspect financier que le tourisme, du coup, permet de financer des initiatives de préservation. Mais est-ce que le touriste, le voyageur, en se rendant dans une destination, peut peut-être faire une action ou quelque chose qui pourrait aider les écosystèmes marins? Parce que, par exemple, j'ai déjà vu, j'avais lu en France, il y avait une jeune fille qui avait créé une sorte de pochette qui va dans l'eau. Puis en nageant, du coup, ça permet de, si jamais tu vois des plastiques qui flottent ou des choses comme ça arrive. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même de ramasser depuis mon kayak.
justement de pouvoir, avec cette pochette, de pouvoir les récupérer pour ensuite les recycler par la suite ou d'en faire des vêtements ou d'autres matières. Est-ce que peut-être as-tu vu d'autres initiatives de ce type au Québec? Honnêtement, non. C'est pas non plus quelque chose que que j'investis plus. Après, je sais il y a certaines personnes qui voyagent pour aller nettoyer les plages dans d'autres endroits, essayer vraiment de participer. En tant que voyageur, peut-être qu'il y a cet aspect de, quand vous planifiez, de aussi planifier des activités de restauration ou d'essayer de voir comment vous pouvez participer pour préserver et d'essayer de régénérer. C'est vrai que ça vient avec une conscience aussi générationnelle. Effectivement, dans le passé, moi, je voyais beaucoup plus de personnes qui, une fois qu'ils avaient profité de l'espace, s'en fichaient et puis jetaient leurs mégots de cigarettes, jetaient leur papier par terre. Là, il y a quand même une conscience qui est là quand même, qui est de plus en plus présente. Mais c'est toujours une course contre la montre, hein. On a quand même, ça fait plus de 30 ans qu'on en parle de la pollution des plastiques et on a plein d'initiatives, mais la production continue d'augmenter et c'est de manière exponentielle et on n'arrive pas du tout à limiter ça. Ok, et tu vois aussi un peu de tourisme en Antarctique ou Arctique, pardon. En Antarctique, il y a du tourisme. Il y en a de plus en plus. Là. Ils construisent de plus en plus de bateaux pour pouvoir aller au pôle sud. Et en Arctique, il y en a. Il y a aussi du tourisme. C'est toujours du tourisme privilégié. Ça coûte très cher. Mais il y a des cruise ships pour aller voir les narvals, les belugas. Donc je suis pas anti-touriste, pour sûr, mais il faut qu'il y ait une réglementation, bien sûr. Ça prend finalement en tant que biologiste, moi je peux apporter de l'information, mais après ça prend les acteurs de tous les secteurs, que ce soit des avocats, des législateurs, des gens de l'industrie touristique, bien sûr, mais c'est vraiment ensemble qu'on peut commencer à avoir une structure pour permettre je pense, une industrie qui sera durable. Je pense que j'ai eu des initiatives qui disent, ou des personnes qui, justement, avec ce que tu disais, de plus de bateaux à l'Antarctique, et l'initiative disait qu'il faut y aller rapidement à l'Antarctique avant qu'on les perde. Je ne sais pas si rire ou pleurer, parce que c'est vrai que oui, toutes pas les glaçons, la glace, les glaciers, la calotte glaciaire. Ouais. Mais là, ça change, on le sait, hein, ça change très vite. C'est le paradoxe aussi qu'on a tous, parce que tout le monde veut pouvoir profiter quand même de la nature, de ce qu'il y a à offrir. Maintenant, avec justement cette conscience commune, comment on arrive à essayer de limiter nos impacts. Ça touche absolument à tous les domaines. Ça va toucher à comment on voit la vision du monde aussi de chaque culture, de chaque population. C'est extrêmement complexe. Et je pense que pour fermer un peu la boucle de toute la conversation que nous avons eue aujourd'hui, et nous aimerions savoir, c'est quoi tes rêves ou tes espoirs pour nos écosystèmes marins? J'ai pas tant de rêves que ça peut paraître fou, mais voilà, on sait qu'on a énormément d'impact. Je pense pas qu'on va réussir à réduire nos activités comme il le faudrait. Je pense que ça va nous être imposé plus que ça va être une décision. Mais mon espoir, c'est de plus en plus qu'on va réussir à intégrer un système où on peut... alors moi, ces jours-ci, je suis très porté sur le côté financier finalement. Il faut qu'on arrive à générer des revenus pour qu'on puisse préserver et conserver en fait nos écosystèmes comme il le faut. Si on veut pouvoir surveiller et vraiment limiter notre impact, il faut mettre énormément d'investissements. Ça prend de l'argent. Il n'y a pas d'autre terme. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire ça avec 3 sous et
Les gens font ce qu'ils peuvent. Avec 3 sous, ils arrivent à faire des choses formidables pour sûr, mais il y a un moment, il va falloir mettre les bouchées doubles. Vous avez un problème, je pense, entre l'argent qui est mis dans les énergies. Je vois que le Québec récemment, je pense qu'ils vont investir 5 milliards de dollars pour qu'on puisse faire des batteries au Québec. Je ne vois pas 5 milliards de dollars investis dans la protection de l'environnement. Je te dirais que c'est difficile de voir comment on va pouvoir changer notre trajectoire et que ce soit fait par notre propre volonté. Il y a aussi énormément de choses qu'on ne connaît pas sur les changements climatiques. Il y a énormément d'effets qu'on n'arrive pas à intégrer dans nos modèles de prédiction. Et là, on le voit depuis quelques années, on a des variations de température extrêmes et ça affecte absolument les sociétés humaines à tout niveau. Et ça peut être un peu déprimant. Après, si je pense pour la Terre de manière générale, les changements, ils ont toujours été là. Il y a eu des épisodes de perte de biodiversité dans le passé. On en est sans doute là, mais c'est probablement lié à l'homme. Mais ça rebondira, par contre, ça prendra beaucoup de temps. Et juste pour fermer la boucle, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu souhaites que l'audience retienne de notre conversation ou quel message tu souhaiterais passer. J'aimerais que les gens commencent à comprendre que si on veut préserver la nature, déjà il faut d'une manière ou d'une autre qu'on arrive à l'intégrer à notre système financier et à nos économies. De mettre ça de côté en disant on ne veut pas exploiter, c'est archi faux. On l'exploite et tant qu'il n'y a pas de valeur, on détruit tout. Et également que ça prend énormément de ressources financières, non pas pour développer des technologies à essayer de continuer ce que l'on fait pour limiter ses impacts, mais ça va prendre beaucoup d'argent pour juste surveiller et préserver ce qu'on a. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. J'espère que tu as profité un peu de cette conversation et j'espère aussi que l'audience peut retenir des pistes clés pour la prochaine fois qu'ils vont faire des voyages où il y a l'intégration justement de l'écosystème marin. Merci à vous et j'ai beaucoup apprécié ma conversation avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.